Imaginez-vous dans un enfer vert et claustrophobe, un labyrinthe de haies anciennes, infranchissable, transformant chaque mètre avancé en un cauchemar. C'est l'été 1944, et la Normandie, France, est devenue un champ de bataille sans précédent. Le son assourdi des tirs de canon résonnait sans cesse, se mêlant aux cris lointains et au bourdonnement terrifiant de quelque chose qui bougeait dans l'ombre. Là, au milieu de l'enchevêtrement de racines et de terre humide, quelque chose d'inexplicable se produisait. Des chars allemands, les redoutés Panzer, surgissaient de nulle part pour attaquer les troupes alliées, pour disparaître aussitôt, tels des fantômes, laissant derrière eux une traînée de destruction et de panique. 19 équipes de Panzer s'étaient tout simplement volatilisées, disparues dans la nature, sans laisser de traces, après avoir causé des dégâts dévastateurs. C'était une tactique qui défiait la logique, une menace invisible qui paralysait l'avancée et fauchait des vies sans pitié. Au milieu de ce chaos, de ce brouillard de terreur et d'incertitude, se tenait un homme, non pas un général décoré, ni un brillant scientifique de l'arrière, mais un tireur d'élite, un homme dont les mains étaient plus habituées à tenir un fusil qu'à gribouiller des équations complexes. C'était le caporal Elias Thorne, un soldat de la 101e Airborne, issu des ruelles d'une ville portuaire avec un regard aiguisé pour les détails que la plupart ignoraient. Tandis que les stratèges débattaient sur des cartes et que les patrouilles s'égaraient à la recherche d'un ennemi qui semblait éthéré, Elias observait. Il observait la boue, les feuilles, la manière dont la lumière du soleil filtrait à travers la canopée des arbres. Et ce fut lors d'une de ces observations, dans un moment de désespoir et de pur génie, qu'une idée naquit dans son esprit. Une idée si simple, si absurdement folle, qu'elle fut ridiculisée par tous ses supérieurs. Une idée basée sur quelque chose d'aussi trivial que le reflet d'un miroir de poche dans la boue. Elias Thorne proposa que le secret pour percer l'énigme des Panzers fantômes ne résidait pas dans des radars sophistiqués ou des patrouilles épuisantes, mais dans quelque chose de bien plus fondamental que la nature révélait déjà. Il croyait qu'à travers une astuce secrète de réflexion de la boue, il serait possible non seulement de localiser les chars allemands, mais aussi de les éliminer avec une précision dévastatrice. Une idée qui, à première vue, ressemblait aux divagations d'un homme soumis à une pression extrême. Mais cette idée loufoque, rejetée par presque tous, changea le cours des batailles dans les haies de Normandie. Restée jusqu'à la fin, car ce qui se passa ensuite choqua tout le monde et réécrivit l'histoire de la guerre. Le théâtre des opérations était la Normandie, France. Juin 1944. Après le succès initial du jour J, les forces alliées se heurtèrent à un ennemi inattendu, la géographie. Le bocage, comme on appelait le paysage rural de la région, était un système de petits champs irréguliers, séparés par des haies denses et anciennes de terre et d'arbustes, souvent plus hautes qu'un homme et vieilles de plusieurs siècles. Ces haies, ou hedgerows, étaient de véritables forteresses naturelles. Elles transformaient l'avancée alliée en un supplice, créant des couloirs étroits, où la visibilité était presque nulle et où tout mouvement devenait une cible facile pour les défenseurs allemands. Pour les chars alliés, les haies étaient une barrière infranchissable, les obligeant à suivre des routes et des chemins prédéterminés, les rendant vulnérables à des embuscades mortelles. Mais le problème était encore plus insidieux. Ces derniers jours, des rapports terrifiants commençaient à émerger. Des patrouilles avancées et de petites unités d'infanterie qui s'aventuraient dans les profondeurs du bocage étaient anéanties par des attaques éclairs de panzers allemands qui semblaient se matérialiser de nulle part. À un instant, le paysage était calme. L'instant d'après, un char allemand surgissait derrière une haie, tirait avec une précision mortelle et disparaissait à nouveau, laissant les Alliés sous le choc et la confusion. Il n'y avait pas de traces claires, aucun bruit de moteur s'approchant à l'avance, juste le bruit soudain du canon et la traînée de destruction. C'était comme si les chars utilisaient la terre elle-même comme un manteau d'invisibilité, et la menace était mortelle. Le moral était au plus bas et l'avancée, qui aurait dû être rapide, stagnait avec un coût humain très élevé. Les solutions conventionnelles échouaient lamentablement. Les patrouilles de reconnaissance étaient décimées. Les frappes aériennes étaient inefficaces contre des cibles qui ne pouvaient pas être localisées. Et l'artillerie tirait à l'aveuglette contre un ennemi fantôme. Le commandement allié était perplexe, et le temps était une denrée précieuse qui s'épuisait rapidement. Ils avaient besoin d'une solution, et il leur la fallait immédiatement. Qui était donc ce caporal Elias Thorne,
qui osait défier l'intelligence militaire avec une idée aussi rustique. Elias n'était pas un produit des académies militaires d'élite, ni un génie de l'ingénierie qui avait troqué le laboratoire pour le champ de bataille. Il venait des ruelles et des quais d'une ville portuaire, où la vie enseignait de dures leçons et où la survie dépendait d'une observation attentive, d'une perception aiguisée des détails qui passaient inaperçus aux autres. Son école était la rue, où il avait appris à lire les intentions d'un homme au tremblement de ses mains, à prévoir le temps à l'odeur de l'air salé et à trouver ce qui était caché, que ce soit un contrebandier ou un raccourci secret. Cette vie l'avait façonné en un homme pratique, avec un esprit qui voyait des motifs là où d'autres ne voyaient que le chaos. Lorsque la guerre l'appela, Elias devint tireur d'élite dans la 101e Airborne, une unité de parachutistes qui exigeait du courage, de la précision et une capacité inégalée à opérer de manière indépendante en territoire ennemi. Son talent pour le camouflage était légendaire, sa patience inépuisable et sa visée infaillible. Mais c'est sa capacité à voir, à réellement observer l'environnement autour de lui, qui le distinguait. Tandis que ses camarades se concentraient sur les cibles évidentes, Elias remarquait la feuille retournée de manière non naturelle, la trace ténue dans l'herbe humide, l'éclat métallique presque imperceptible au milieu de la terre et de la végétation. Ce fut cette vision, la vision d'un chasseur né, qui le conduisit à une compréhension unique du problème des panzers fantômes. Il passait des heures, des jours, à observer. Caché dans les haies, camouflé si parfaitement qu'il faisait partie du paysage, Elias remarqua quelque chose de particulier. Les panzers, aussi bien camouflés qu'ils fussent, ne pouvaient pas cacher complètement leur présence physique massive. Au milieu de la boue et de l'humidité constante du bocage, le mouvement d'un char, même bref, altérait la surface du sol de manière que la lumière du soleil, même filtrée, révélait subtilement. Ce n'étaient pas des traces évidentes, mais un tassement de la terre, un éclat presque imperceptible d'huile ou de métal, ou même la manière dont l'eau s'accumulait ou s'écoulait dans les dépressions créées. C'était un code que la nature tentait de révéler, et Elias, avec sa sensibilité affûtée, commençait à le déchiffrer. Il porta son observation à ses supérieurs, aux stratèges qui gribouillaient des diagrammes complexes sur des cartes. « Messieurs, dit-il d'une voix calme mais chargée de conviction, les panzers ne disparaissent pas. Ils se cachent, et la boue nous dit où. » Il proposa d'utiliser un simple miroir de poche pour amplifier ces signaux subtils. L'idée fut accueillie par des rires, des regards de dédain. « Un miroir, Thorne? Êtes-vous fou? Pensez-vous que nous allons nous battre contre des panzers avec un miroir de maquillage ?» Le colonel Davis, un vétéran endurci par la guerre, le congédia d'un geste de la main. « Retournez à votre poste, caporal, et laissez la stratégie aux hommes qui pensent avec leur tête, pas avec leur imagination. » Elias fut surnommé « le fou au miroir », son idée, une blague de caserne. Mais le scepticisme ne fit qu'alimenter sa détermination. Le rejet ne l'arrêta pas. Au contraire, Elias Thorne savait qu'il avait raison. Son intuition, forgée par des années d'observation et de survie, lui hurlait que la solution était là, devant tout le monde, mais invisible pour qui ne savait pas comment regarder. Il devait le prouver. Sans soutien officiel, sans ressources, Elias commença à développer son innovation en secret, pendant les nuits et les moments de calme, quand la mort semblait faire un bref somme. L'idée était d'une élégance simple, presque poétique dans sa brutalité. Utilisant un miroir de poche ordinaire, de ceux que les soldats portaient pour se raser ou signaler en cas d'urgence, Elias conçut un système de réflexion de la boue. Il remarqua qu'à certains moments de la journée, lorsque le soleil filtrait à travers la canopée des arbres et frappait les haies, les minuscules particules de métal ou d'huile, ou l'altération de la surface de la boue causée par le poids du char, créaient un micro-reflet. C'était un éclat presque imperceptible à l'œil nu, une distorsion de la lumière ambiante. Mais si ce reflet était capturé par un miroir positionné à un angle spécifique et projeté sur une surface de boue plus sombre et uniforme, un petit panneau improvisé qu'il créerait, le signal deviendrait amplifié et visible. Les matériaux étaient les plus basiques possibles. Le miroir de poche, un morceau de bois lisse qu'il trouva d'une caisse de munitions cassée, un peu de la boue humide du bocage pour créer son écran de projection, et quelques fils de fer et morceaux de tissu de son propre kit de camouflage pour assembler le dispositif. Au lieu d'un chalumeau, Elias utilisa la patience et la précision d'un tireur d'élite. Il sculpta le bois, fixa le miroir avec des morceaux de tissu et de fils de fer,
créant une structure rudimentaire mais efficace qui pouvait être ajustée à différents angles pour capter la lumière. Le processus de construction ne prit pas 48 heures, mais des jours d'expérimentation méticuleuse, sous le risque constant d'être découvert ou pire, d'être atteint par un tireur embusqué allemand pendant qu'il était concentré sur son travail. Il fit ses premiers tests dans des zones plus sûres, loin de la ligne de front immédiate, mais toujours à l'intérieur du bocage. Il utilisait des véhicules alliés endommagés comme cible, les déplaçant et les cachant, pour ensuite tenter de les localiser avec son dispositif. Les premiers résultats furent frustrants. L'angle était faux, la lumière ne coopérait pas, le signal dans la boue était trop faible. À chaque échec, la voix du colonel Davis résonnait dans son esprit. Fou! Mais Elias ne renonçait pas. Il calibrait, ajustait, déplaçait le miroir millimètre par millimètre, observant l'interaction de la lumière avec la boue, comme un scientifique dans son laboratoire, mais avec la mort qui guettait à chaque buisson. Il savait que la vie de ses camarades dépendait de sa persévérance et que le secret des Panzers fantômes était sur le point d'être découvert. Les nuits devinrent des jours, et les jours, un flou indistinct pour Elias Thorne. L'esprit du tireur d'élite, autrefois concentré sur des cibles lointaines, était maintenant consumé par la complexité de la lumière, de la boue et des angles. À chaque tentative frustrée, l'ombre de l'échec planait plus lourdement. Il y eut des moments où le petit miroir, fixé précairement, glissait de son montage improvisé, tombant dans la boue avec un bruit sourd, comme un symbole de son propre espoir qui s'écroulait. À d'autres occasions, la lumière du soleil, capricieuse et imprévisible en Normandie, refusait tout simplement de coopérer, se cachant derrière des nuages denses ou se filtrant de manière si diffuse que tout signal dans la boue devenait impossible à discerner. Elias ressentait la pression écrasante du temps. Chaque jour sans solution signifiait plus de vies perdues, plus d'avancées stagnantes, plus de panique se propageant dans les tranchées. L'opposition ne venait pas seulement de la nature ou de la précarité de ses matériaux. Le scepticisme de ses supérieurs et camarades était un fardeau constant. Un matin, alors qu'Elias ajustait son dispositif dans une clairière isolée, le colonel Davies, le même qu'il avait congédié avec dédain, apparut inopinément. Ses yeux balayèrent le petit appareil de bois, de fil de fer et de boue, et un sourire moqueur se forma sur ses lèvres. « Vous jouez encore avec vos miroirs, Thorne? Pendant que vos camarades meurent là-bas, vous êtes ici avec votre tour de magie ?» La voix du colonel était tranchante comme un scalpel, coupant le peu de confiance qu'Elias essayait encore de maintenir. « Nous n'avons pas de temps pour vos fantaisies, caporal. Retournez à votre poste. Si vous ne pouvez pas contribuer avec quelque chose d'utile, au moins ne soyez pas un fardeau. » L'humiliation fut publique, les mots, un coup direct. Elias sentit le poids du ridicule, la sensation d'être vu non seulement comme un fou, mais comme un déserteur de ses responsabilités. D'autres soldats, qui passèrent par là, lui jetèrent des regards de pitié ou de dédain. Pour eux, Elias était le soldat excentrique qui avait perdu la tête sous la pression de la guerre. L'idée qu'un miroir de poche puisse résoudre un problème qui déconcertait toute l'intelligence militaire était tout simplement trop absurde pour être prise au sérieux. Les limitations techniques étaient flagrantes. Son panneau de projection de boue était incohérent, la surface jamais parfaitement lisse, ce qui déformait les reflets. Le miroir, un article d'usage personnel, n'était pas conçu pour une telle précision. Le fil de fer et le tissu qui le maintenaient étaient sensibles à la moindre brise ou mouvement. Il lui fallait des conditions presque parfaites, un soleil avec le bon angle, une surface de boue idéale, absence de vent, pour que son système fonctionne. Et sur le champ de bataille, les conditions parfaites étaient un luxe inexistant. Mais Elias Thorne, le tireur d'élite des ruelles portuaires, avait une têtardise qui rivalisait avec celle des haies de Normandie elles-mêmes. Il n'était pas homme à abandonner. Chaque échec était une leçon, chaque moquerie, un carburant. Il commença à enregistrer ses observations dans un petit carnet, cartographiant les angles du soleil à différentes heures du jour, la façon dont la boue réagissait à l'humidité et au mouvement, l'intensité des reflets. Il expérimenta avec différents types de boue, différents miroirs, même de petits fragments de métal poli qu'il trouvait parmi les débris. Il adapta son dispositif, ajoutant de petits poids pour la stabilité, créant une base plus ferme avec des morceaux de bois et de cuir. Il y eut un moment, par un après-midi pluvieux, où la frustration atteignit son apogée. Elias était sur le point de tout jeter,
d'accepter sa défaite et l'étiquette de fou. Mais alors, il se souvint de l'éclat subtil qui avait attiré son attention pour la première fois, ce faible aperçu de métal ou d'huile, presque imperceptible. Il ferma les yeux, respira profondément et se concentra. Il les rouvrit et, avec une patience presque zen, ajusta le miroir une dernière fois, millimètre par millimètre. Et alors, cela arriva. Sur une petite tache de boue qu'il avait préparée, un point de lumière minuscule, mais indubitable, apparut. Ce n'était pas un reflet direct du soleil, mais une distorsion amplifiée de la lumière ambiante, un faible signal qui indiquait la présence de quelque chose de métallique et de lourd, caché à des dizaines de mètres, derrière une haie particulièrement dense. C'était un véhicule allié endommagé qu'il avait utilisé comme cible, mais le principe était le même. Le cœur d'Elias s'emballa. Il avait réussi. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas infaillible, mais c'était un commencement. C'était la preuve. La preuve que sa folie avait une méthode, et cette méthode pourrait changer la donne. À partir de ce jour, la persistance d'Elias se transforma en une conviction inébranlable. Il savait que le système nécessitait encore d'être affiné, des conditions idéales, mais la graine de la victoire avait été plantée. Il continua à perfectionner son astuce de réflexion de la boue, travaillant sans relâche, ignorant les regards et les critiques, car il avait désormais la certitude qu'il était sur la bonne voie pour percer le secret des Panzers fantômes. L'étape suivante serait la plus dangereuse. Tester son invention dans la chaleur mortelle du combat réel, où une erreur signifierait non seulement l'échec de son idée, mais la mort de ses camarades. L'incertitude d'Elias Thorne n'était plus seulement une flamme solitaire dans sa poitrine. C'était un feu qui brûlait avec la conviction qu'il détenait la clé. Le moment de vérité approchait, et avec lui, la possibilité de la rédemption ou d'un échec encore plus humiliant. L'occasion se présenta un matin gris, quelques jours après sa découverte cruciale. La compagnie Baker, à laquelle Elias appartenait, était encerclée. Une avancée vitale vers un carrefour stratégique était paralysée. Des rapports de panzers allemands surgissant de nulle part étaient revenus, décimant une patrouille avancée et forçant la Baker à se retrancher sous des tirs sporadiques, incapable d'avancer ou de reculer en toute sécurité. Le colonel Davies, le front plissé et les yeux lourds de fatigue et de frustration, était au poste de commandement improvisé, gribouillant sur la carte, tandis que le son assourdi des tirs de mitrailleuses allemandes résonnait au loin. Ce fut alors qu'Elias, avec son petit dispositif de bois, de fils de fer et de miroirs soigneusement rangés dans son sac à dos, se présenta. « Colonel !» Sa voix était ferme, bien que son cœur batte fort contre ses côtes. « Je peux les localiser. » Les Panzers. Le colonel Davis leva les yeux, une expression d'incrédulité et d'irritation. « Thorne, nous en avons déjà parlé. Nous n'avons pas le temps pour vos inventions. Nos hommes meurent là-bas. » Elias ne se laissa pas démonter. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, plus d'hommes mourront si nous n'essayons pas quelque chose de différent. J'ai la preuve. Laissez-moi essayer. » Le lieutenant Miller, un jeune officier qui avait été témoin de la persistance d'Elias, intervint. « Colonel, le caporal Thorne a travaillé sans relâche. Peut-être, juste peut-être, que le risque de 5 minutes en vaut la peine. » L'hésitation de Davis était palpable. La situation était désespérée. Il n'avait rien à perdre, à part plus d'hommes. « Très bien, Thorne, 5 minutes. Si vous échouez, retournez à votre position et ne mentionnez plus jamais cette folie. » Elias n'attendit pas un second ordre. Avec le sergent de son escouade, un homme nommé Riley qui, bien que sceptique, avait un respect réticent pour la ténacité d'Elias, il se traîna vers l'avant de la ligne de défense. Le champ devant eux était un mélange traître de boue, de fossés et de haies denses, la cachette parfaite pour un prédateur blindé. Sous le regard anxieux de ses camarades, Elias monta son dispositif. Le miroir, la base en bois, l'écran, de boue fraîche. Il se coucha comme un chasseur attendant sa proie, ajustant l'angle millimètre par millimètre, ignorant le bourdonnement des balles qui passaient à proximité. Le silence tendu ne fut brisé que par le vent et le son lointain de la guerre. Ses yeux se fixèrent sur le petit écran de boue. 1 minute. 2. Le colonel Davies observait de loin, impatient. Alors, cela arriva. Un point de lumière, faible au début mais indubitable, apparut à la surface sombre. Un éclat qui ne devrait pas être là. C'était le reflet amplifié du métal et de l'huile d'un Panzer, caché à environ 70 mètres, derrière une haie particulièrement épaisse, où la lumière du soleil matinal, même filtrée,
trouvait une surface métallique et humide. Le cœur d'Elias martela. Il avait trouvé. « Sergent Riley !» chuchota Elias, pointant du doigt, qui tremblait, le point de lumière. « Là, un Panzer, à 70 mètres environ, derrière cette haie la plus haute. » Riley, qui s'était moqué de l'idée pendant des semaines, regarda la boue puis la haie. L'incrédulité sur son visage se transforma en un choc stupéfait. Il prit ses jumelles et balaya la zone. Rien à l'œil nu, mais l'indication d'Elias était précise. « Tireur, feu concentré sur la haie, angle de 30 degrés, 70 mètres !» cria Riley, sa voix pleine d'une urgence renouvelée. L'équipe de tireurs, qui était jusque-là sensible, ouvrit le feu avec ses mitrailleuses lourdes. Les balles déchirèrent le feuillage. Soudain, un bruit métallique indubitable retentit, suivi d'un cri étouffé et du grincement d'une chenille métallique. Un Panzer, en effet, était là, parfaitement camouflé, attendant d'embusquer. Les balles avaient atteint son point faible, ou peut-être qu'un des membres d'équipage avait été blessé, le forçant à bouger. Le char allemand, maintenant révélé, tenta de reculer, mais il était trop tard. L'artillerie alliée, qui était en attente, fut déclenchée. Le premier projectile frappa le Panzer avec une explosion assourdissante, transformant le fantôme en un tas fumant de métal tordu. Un rugissement de victoire résonna le long des lignes alliées. Le silence qui s'ensuivit était différent, un silence de soulagement et d'étonnement. Le colonel Davis, qui avait tout vu, s'approcha d'Elias, ses yeux écarquillés par un mélange d'admiration et de honte. « Thorne, mon Dieu, vous avez réussi. » Les mots sortirent avec difficulté. Ce jour-là, le caporal Elias Thorne ne sauva pas seulement la compagnie Baker d'une embuscade mortelle, il sauva le moral de toute une unité. La nouvelle que les Panzers fantômes pouvaient en fait être vus se répandit comme une traînée de poudre. L'astuce secrète de réflexion de la boue d'Elias Thorne n'était plus une plaisanterie. C'était une légende qui commençait à être racontée dans les tranchées de Normandie. Les vies sauvées ce jour-là n'étaient que le début d'un impact qui s'étendrait bien au-delà des haies du bocage, transformant la manière dont les Alliés combattraient les ennemis cachés de la guerre. Le silence qui suivit l'explosion du Panzer n'était pas celui de la défaite, mais d'une victoire retentissante. Un rugissement de soulagement et d'euphorie parcourut les lignes de la compagnie Baker. Ce jour-là, le caporal Elias Thorne n'avait pas seulement sauvé ses camarades d'une embuscade mortelle. Il avait percé le mystère qui tourmentait les forces alliées, ouvrant une voie là où il n'y avait auparavant que peur et stagnation. Le colonel Davis, autrefois le plus grand sceptique, regardait maintenant Elias avec un mélange de choc, d'admiration et une pointe de honte pour son incrédulité initiale. « Thorne, répéta-t-il, la voix presque un murmure, vous avez fait l'impossible. » Cette reconnaissance venant de l'homme qui l'avait traité de fou valait plus que n'importe quelle médaille à ce moment-là. La nouvelle de la réflexion de la boue se répandit comme une traînée de poudre. De bouche à oreille, de tranchée en tranchée, l'histoire du tireur d'élite qui voyait l'invisible avec un miroir de poche devint une légende vivante. Soudain, le moral des troupes, auparavant si ébranlé par la menace des Panzers fantômes, remonta en flèche. L'ennemi, qui semblait avoir le don d'ubiquité, avait maintenant un talon d'Achille. Elias fut sollicité pour démontrer sa technique, d'abord aux officiers de sa division, puis au commandant de brigade. Avec le calme d'un professeur, il expliquait l'interaction complexe de la lumière, de la boue et du métal, montrant comment son simple dispositif pouvait révéler la présence d'un char camouflé à des dizaines de mètres de distance. L'impact sur les batailles fut immédiat et drastique. Avec la capacité de localiser les panzers avant qu'ils ne puissent attaquer, les forces alliées commencèrent à renverser la vapeur dans les haies du bocage. Les embuscades allemandes, auparavant si efficaces, étaient désormais anticipées et neutralisées. L'artillerie et les chasseurs de chars étaient positionnés avec une précision mortelle. Les rapports des 19 équipes de Panzer qui avaient disparu mystérieusement pour les Alliés avaient maintenant une explication. Elles avaient été détectées et détruites méthodiquement, une par une, grâce à l'innovation d'Elias. L'avancée, qui n'était auparavant qu'une marche lente et sanglante, gagna un nouveau rythme. La Normandie, autrefois un labyrinthe mortel, commença à céder du terrain. À chaque panzer détruit, à chaque embuscade contrecarrée, le nom d'Elias Thorne prenait plus de poids. Le général Omar Bradley, commandant de la première armée américaine, entendit les rapports et exigea une démonstration personnelle. Impressionné par la simplicité et l'efficacité de l'invention,
Il comprit la valeur stratégique de ce tour de magie. Bradley, un homme connu pour son pragmatisme, ne vit pas seulement un outil, mais un changement de paradigme. Il ordonna que la technique soit enseignée à toutes les unités de reconnaissance et d'infanterie opérant dans le bocage. En quelques semaines, des centaines de dispositifs de réflexion de la boue improvisés, basés sur le modèle d'Elias, étaient assemblés. Les soldats qui se moquaient auparavant apprenaient maintenant l'art de l'observation de Thorne. Elias lui-même, avec son humilité caractéristique, fut chargé de former des équipes, partageant ses connaissances avec une patience inébranlable. Il enseignait non seulement comment utiliser le miroir, mais comment voir l'environnement, comment lire les signaux subtils qu'offrait la nature. Les statistiques commencèrent à émerger, choquantes par leur ampleur. On estime que, dans les premières semaines suivant l'adoption de la technique d'Elias, les pertes alliées lors des opérations de patrouille dans le bocage chutèrent de plus de 60%. Le temps moyen pour nettoyer un secteur infesté par les Panzers diminua de 40%. La capacité d'identifier et d'éliminer les chars allemands avant qu'ils ne puissent causer des dommages significatifs sauva des milliers de vies et accéléra l'avancée alliée de manière décisive. Le général Dwight D. Eisenhower, commandant suprême des forces expéditionnaires alliées, en recevant les rapports et en étant témoin de l'efficacité de l'innovation, n'hésita pas. Il ordonna la production de masse d'un kit de détection de camouflage simplifié, basé sur la conception d'Elias, pour être distribué sur tous les fronts où le terrain rendait difficile la détection des ennemis cachés. Non pas 5000 exemplaires, mais un nombre bien plus important, étant donné l'échelle de la guerre. L'astuce secrète de réflexion de la boue devint l'un des secrets les plus gardés et les plus efficaces de la campagne de Normandie. C'était une leçon brutale que, dans la chaleur de la guerre, le génie pouvait surgir des esprits les plus inattendus, avec les solutions les plus simples, et changer le cours de l'histoire. L'héritage d'Elias Thorne ne faisait que commencer à se déployer, un témoignage de la persistance d'un homme qui refusa d'être réduit au silence par le scepticisme et qui prouva que la vérité, aussi subtile soit-elle, trouverait toujours un moyen de se refléter. La guerre, avec sa brutalité implacable, finit par s'achever. Les haies de Normandie, qui avaient été témoins d'autant de désespoir que d'ingéniosité, furent progressivement transformées par la paix. Et le caporal Elias Thorne, le tireur d'élite qui perça les secrets de la boue, ne devint pas un général ni un héros flamboyant. Fidèle à ses racines, Elias, après la fin du conflit, retourna dans sa ville portuaire. Il ne chercha ni la gloire ni les projecteurs. Il retourna à la vie qu'il connaissait, peut-être comme mécanicien, peut-être de nouveau sur les quais, où l'observation aiguisée et l'esprit pratique étaient encore ses plus grands atouts. Il reçut des décorations pour sa bravoure et son ingéniosité, l'étoile d'argent et la Distinguished Service Medal, entre autres. Mais pour Elias, la vraie récompense était dans les vies qu'il avait aidé à sauver, dans le changement que son idée folle avait apporté au cours d'une campagne entière. Il resta humble, un homme de peu de mots, mais avec un éclat dans les yeux qui trahissait la profondeur de son expérience. L'héritage de son innovation, l'astuce secrète de réflexion de la boue, perdura bien au-delà de la Normandie. Bien que les kits improvisés de miroirs et de bois ne soient pas dans des musées d'ingénierie militaire, le principe derrière eux fut préservé. La leçon d'Elias Thorne fut incorporée au manuel d'entraînement de reconnaissance. L'idée que des solutions simples, basées sur l'observation attentive de l'environnement, peuvent être plus efficaces que la technologie la plus avancée, devint un pilier de l'intelligence militaire. L'histoire de la façon dont un tireur d'élite, sans qualification formelle, surmonta le scepticisme et perça un mystère qui paralysait une armée, est enseignée encore aujourd'hui comme un témoignage de l'ingéniosité humaine. Les leçons apprises d'Elias Thorne sont intemporelles. La persistance triomphe du scepticisme, les solutions les plus simples peuvent surpasser la complexité, l'attention aux détails est un pouvoir inestimable et le véritable impact réside dans l'action, pas seulement dans l'idée. Le génie peut surgir dans les endroits les plus inattendus, venant des plus humbles. L'histoire d'Elias Thorne nous enseigne que le génie se cache souvent dans la simplicité, attendant qu'un œil attentif le découvre. Quelles autres réflexions de la boue attendent d'être dévoilées dans votre propre monde? Pensez-y.